Dans une luxueuse demeure, une nounou est licenciée sans avoir la possibilité de dire au revoir à l'enfant qu'elle a élevé. La fillette, âgée de 7 ans, tient un dessin froissé et apprend que même l'affection peut être jetée. Au petit matin, la photo de la nounou entre les mains, elle demande à son père « Tu vas me renvoyer aussi, papa ?» La question laisse l'homme complètement sous le choc et ce qu'il fait le lendemain va vous surprendre. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire de quelle ville vous nous regardez, nous continuerons. Dans l'élégant 16e arrondissement de Paris, au cœur d'un hôtel particulier, aux façades de pierre blonde, les rayons du soleil matinal pénétraient difficilement à travers les lourds rideaux de soie. Jean-Baptiste Moreau ajustait sa cravate Hermès devant le miroir de sa chambre, préparant mentalement les négociations importantes qui l'attendaient ce jour-là. L'empire financier qu'il avait bâti au fil des années exigeait une attention constante, et chaque décision pouvait valoir des millions d'euros. Marguerite Dubois, une femme de 42 ans aux cheveux châtains soigneusement attachés, terminait de préparer le petit déjeuner d'Amélie dans la cuisine aux dimensions imposantes. Depuis 3 années, elle s'occupait de la fillette de 7 ans avec une tendresse maternelle qui avait comblé le vide laissé par une mère absente, partie vivre sa nouvelle vie en Suisse avec son amant banquier. La petite Amélie, aux boucles adorées et aux yeux verts pétillants, descendait déjà l'escalier de marbre, serrant contre elle un dessin qu'elle venait de terminer. « Marguerite, regardez ce que j'ai fait pour vous !» s'exclama la petite fille en brandissant fièrement son œuvre. Sur le papier, un personnage en robe rose souriait, entouré de cœurs colorés et d'étoiles scintillantes. « C'est magnifique, ma chérie !» répondit la gouvernante en se penchant pour admirer le dessin. « Cette dame en rose me ressemble beaucoup, tu ne trouves pas ?» Amélie hocha vigoureusement la tête, ses boucles dansant autour de son visage rayonnant. Elle ne savait pas encore que ce serait le dernier matin où elle pourrait partager ces moments précieux avec la femme qui était devenue sa figure maternelle. Au même instant, Jean-Baptiste descendait les marches d'un pas ferme, son téléphone déjà collé à l'oreille. Les chiffres de la bourse asiatique défilaient dans son esprit, tandis qu'il donnait des instructions précises à ses collaborateurs. Il jeta un regard distrait vers sa fille et la gouvernante, incapable de percevoir la beauté de cette scène matinale empreinte de complicité. C'est alors que son regard se figea sur le bureau de son épouse défunte, là où se trouvait habituellement le petit coffret en nacre contenant l'argent liquide destiné aux dépenses courantes. La somme manquante était dérisoire pour un homme de sa fortune, 50 € seulement, mais l'humiliation de ce qu'il percevait comme une trahison le submergea d'une colère froide. « Marguerite, j'aimerais vous parler », déclara-t-il d'une voix glaciale en raccrochant son téléphone. La gouvernante sentit immédiatement la tension dans l'air. Elle échangea un regard inquiet avec Amélie, avant de la confier à Henri, le chauffeur fidèle de la famille, qui venait d'entrer pour annoncer que la voiture était prête pour conduire la petite à l'école. Dans le bureau lambrissé de chêne sombre, Jean-Baptiste se tenait debout derrière son imposant bureau, les mains croisées dans le dos. Les rayons du soleil créaient des jeux d'ombre sur son visage dur, accentuant les rides de contrariété qui marquaient ses traits. « Il manque de l'argent dans le coffret de ma femme », annonça-t-il sans préambule, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. Marguerite écarquilla les yeux, stupéfaite par cette accusation inattendue. « Monsieur Moreau, je ne comprends pas de quoi vous parlez. Je n'ai jamais touché à cet argent. 50 € ont disparu. Vous êtes la seule avec moi à connaître l'existence de cette réserve, poursuivit-il implacablement, ignorant les protestations de la femme. La voix de Marguerite se brisa sous l'émotion. « Monsieur, je vous jure sur la tête d'Amélie que je n'ai rien pris. Comment pourriez-vous penser une chose pareille après toutes ces années ?» Mais Jean-Baptiste avait déjà pris sa décision. Dans son monde impitoyable des affaires, la moindre faille devait être éradiquée, et cette femme représentait soudain un risque qu'il n'était plus disposé à tolérer. Peut-être était-ce aussi le rappel constant qu'elle incarnait de son échec en tant que père, de son incapacité à créer le lien qu'elle avait naturellement tissé avec sa fille. « Votre emploi se termine aujourd'hui », déclara-t-il d'un ton définitif. « Henri vous reconduira chez vous immédiatement. Vos affaires vous seront envoyées dans la journée. » Les jambes de Marguerite se dérobèrent sous elle. 3 années de dévouement, de nuits blanches passées au chevet d'Amélie malade, de
moments de complicité et d'amour sincère, venèrent de s'effondrer en quelques mots cruels. « Mais Amélie, laissez-moi au moins lui dire au revoir, lui expliquer. C'est hors de question. Elle comprendra avec le temps. » coupa-t-il sèchement, déjà en train de composer un numéro sur son téléphone pour prévenir l'agence de placement qu'il aurait besoin d'une nouvelle gouvernante. Marguerite sortit du bureau en chancelant, ses yeux embués de larmes qu'elle tentait vainement de retenir. Dans le hall d'entrée, elle croisa le regard interrogateur d'Henri, qui avait compris la gravité de la situation rien qu'en observant son expression bouleversée. De la fenêtre du salon, Amélie regardait la scène sans comprendre, serrant toujours son dessein contre sa poitrine. Elle vit Marguerite monter précipitamment dans la voiture, ses épaules secouées par les sanglots qu'elle ne pouvait plus contenir. La petite fille courut vers la porte d'entrée, mais celle-ci se referma, déjà derrière la silhouette de son père, impassible et déterminé. « Papa, où va Marguerite » demanda-t-elle d'une petite voix inquiète. « Elle ne travaille plus ici », répondit-il brièvement avant de remonter dans son bureau, laissant sa fille seule face à un vide qu'elle ne comprenait pas encore. Henri observait la petite Amélie dans le rétroviseur de la Mercedes noire, qui glissait silencieusement sur les pavés humides du 16e arrondissement. Les larmes avaient cessé de couler sur les joues de l'enfant, remplacées par une expression de confusion profonde qui brisait le cœur du chauffeur fidèle. Dans ses petites mains, le dessin froissé témoignait encore de la joie matinale qui semblait désormais appartenir à une autre époque. « Henri », murmura-t-elle en regardant par la vitre les façades haussmanniennes qui défilaient, « pourquoi Marguerite est partie sans me dire au revoir ?» Le vieil homme qui avait servi la famille Moreau pendant 15 ans sentit sa gorge se serrer. Comment expliquer à une enfant de 7 ans les caprices cruels du monde des adultes? Comment lui faire comprendre que parfois, les personnes les plus chères peuvent disparaître du jour au lendemain, emportées par des décisions qu'elles ne pourraient jamais influencer? Les grandes personnes font parfois des choses difficiles à comprendre, mademoiselle Amélie, répondit-il doucement, cherchant ses mots avec précaution. Mais ce qui est sûr, c'est que Marguerite vous aime beaucoup. Cette réponse ne satisfit pas la petite fille, qui continua à fixer l'extérieur d'un regard absent. Sur les trottoirs de l'avenue Foch, elle observait les mères qui accompagnaient leurs enfants à l'école, tenant fermement leurs petites mains dans les leurs. Ces scènes ordinaires lui semblaient soudain étranges et lointaines, comme si elle regardait un monde auquel elle n'appartenait plus. À l'école Saint-Dominique, prestigieux établissement privé fréquenté par l'élite parisienne, Amélie déambulait comme un fantôme parmi ses camarades de classe. Les rires et les bavardages enfantins résonnaient autour d'elle, mais elle ne parvenait plus à y participer. Madame Leroy, son institutrice, remarqua rapidement le changement dans le comportement habituel de l'enfant. « Amélie, tout va bien ?» demanda-t-elle pendant la récréation, en s'agenouillant à la hauteur de la petite fille qui restait assise seule sur un banc. « Madame, est-ce qu'on peut renvoyer les enfants comme on renvoie les grandes personnes ?» La question tomba comme qu'un coup près, révélant l'inquiétude profonde qui rongeait le cœur de l'enfant. L'institutrice fronça les sourcils, surprise par cette interrogation inhabituelle. « Que veux-tu dire, ma chérie? Si je fais quelque chose de mal, est-ce que papa peut me renvoyer aussi ?» insista Amélie, ses grands yeux verts emplis d'une angoisse que Madame Leroy n'avait jamais vue chez un enfant si jeune. La journée s'écoula avec une lenteur insupportable. Chaque minute qui passait renforçait dans l'esprit d'Amélie la réalité de l'absence de Marguerite. À l'heure du déjeuner, elle ne toucha pas à son plateau, l'estomac noué par une angoisse qu'elle ne savait pas nommer. Ses camarades tentèrent de l'inclure dans leur jeu, mais elle déclinait poliment chaque invitation, préférant rester seule avec ses pensées tumultueuses. Lorsque Henri vint la chercher en fin d'après-midi, Amélie monta dans la voiture avec une appréhension grandissante. La perspective de retrouver l'hôtel particulier sans Marguerite lui semblait insurmontable. Durant le trajet de retour, elle posa la question qui l'obsédait depuis le matin. « Henri, qu'est-ce que Marguerite a fait de mal ?» Le chauffeur serra les mains sur le volant, cherchant désespérément les mots justes. Il connaissait la vérité sur cette accusation injuste, ayant surpris une conversation téléphonique de Jean-Baptiste avec son avocat, où ce dernier admettait ses doutes sur la culpabilité réelle de la gouvernante. Et comment révéler à une enfant que son père était capable d'une telle injustice? Parfois, mademoiselle, les adultes se trompent,
finit-il par répondre. Et quand il se trompe, des personnes innocentes en souffrent. Cette réponse, énigmatique, plongea Amélie dans une réflexion encore plus profonde. Si les adultes pouvaient se tromper, si même son père n'était pas infaillible, alors tout ce qu'elle croyait stable dans son existence pouvait s'effondrer sans prévenir. De retour à la maison, l'absence de Marguerite frappait Amélie à chaque coin de couloir. La cuisine semblait froide et impersonnelle. La chambre de la gouvernante au 3e étage était déjà fermée à clé. Et le parfum délicat qui flottait habituellement dans l'air avait disparu. Jean-Baptiste était enfermé dans son bureau, au téléphone avec des clients de Hong Kong, apparemment indifférent au bouleversement que vivait sa fille. Le soir venu, Amélie descendit lentement l'escalier de marbre pour rejoindre la salle, à manger. La table dressée pour deux paraissait immense et intimidante. Jean-Baptiste était déjà assis, consultant ses emails sur sa tablette, tout en grignotant mécaniquement son entrée. Il leva brièvement les yeux quand sa fille prit place en face de lui, remarquant à peine sa mine défaite. « Papa », commença-t-elle d'une voix hésitante, « qu'est-ce que ça veut dire être renvoyé ?» Jean-Baptiste posa sa tablette, agacé par cette interruption. « Cela signifie qu'une personne ne fait plus son travail ici. C'est une décision normale dans le monde professionnel. » « Mais pourquoi Marguerite a été renvoyée ?» insista l'enfant, ses petites mains tremblant légèrement autour de sa fourchette. Le silence qui suivit fut lourd de non-dits. Jean-Baptiste se trouvait face à un dilemme. Mentir à sa fille ou admettre la nature de ses soupçons. Il opta pour une version édulcorée de la vérité, sans mesurer les conséquences de ses mots. « Elle a fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire », répondit-il finalement, retournant aussitôt à sa tablette. Cette réponse évasive confirma les pires craintes d'Amélie. Dans son esprit d'enfant, si Marguerite, qui était si gentille et si aimante, avait pu être renvoyée pour avoir mal agi, alors elle-même n'était pas à l'abri du même sort. Une résolution ferme se forma dans son cœur. Elle serait parfaite, obéissante, irréprochable, pour ne jamais connaître le même destin que sa bien-aimée gouvernante. « Papa », murmura-t-elle, en posant sa petite main sur celle de son père, « je vous promets que je serai toujours sage. Je ne ferai jamais rien. De mal !» Jean-Baptiste leva les yeux de son écran, troublé malgré lui par l'intensité du regard de sa fille. Pour la première fois de la journée, il perçut la détresse qui habitait cette petite âme, mais il était déjà trop tard pour revenir en arrière. Les nuits dans l'hôtel particulier du 16e arrondissement n'avaient jamais semblé aussi longues à Amélie. Allongée dans son lit à baldaquin, elle fixait le plafond orné de moulures dorées, incapable de trouver le sommeil. Chaque craquement de la vieille bâtisse lui rappelait l'absence de Marguerite, qui avait l'habitude de venir vérifier qu'elle dormait paisiblement avant de regagner sa propre chambre. Cette nuit-là, poussée par une impulsion qu'elle ne comprenait pas elle-même, Amélie se leva et sortit de sa chambre sur la pointe des pieds. Ses petits pieds nus glissaient silencieusement sur le parquet ciré, tandis qu'elle montait au 3e étage, là où se trouvait la chambre de Marguerite. La porte était fermée, mais pas à clé comme elle l'avait cru. En tournant doucement la poignée, elle découvrit que la pièce n'avait pas encore été vidée. L'odeur familière de la lavande et de la vanille flottait encore dans l'air, mélange délicat du parfum que portait Marguerite et des sachets parfumés qu'elle glissait dans ses tiroirs. Sur la commode, une photographie les montrait toutes les deux lors d'une sortie au jardin du Luxembourg. Amélie perchée sur les épaules de sa gouvernante, toutes deux riant aux éclats devant le bassin octogonal. Amélie s'approcha du lit, soigneusement fait, et s'allongea sur l'édredon, serrant contre elle l'oreiller qui conservait encore l'empreinte et l'odeur de celle qui l'avait bercée tant de soirs. Les larmes qu'elle avait retenues toute la journée jaillirent enfin, libérant un chagrin qu'elle ne savait comment exprimer. « Pourquoi tu es partie sans me dire au revoir ?» murmura-t-elle dans l'obscurité, espérant absurdement que Marguerite pourrait l'entendre. Au même moment, 3 étages plus bas, Jean-Baptiste arpentait son bureau, incapable lui aussi de trouver le repos. Les chiffres sur ses écrans ne parvenaient plus à captiver son attention comme à l'accoutumée. Une sourde inquiétude s'était installée en lui depuis sa conversation avec Amélie au dîner. Le regard de sa fille, empli d'une angoisse qu'il n'avait jamais vue chez un enfant, l'avait troublé plus qu'il ne voulait l'admettre. Il repensait aux paroles d'Henri, qui s'était permis, pour la première fois en 15 ans de service, de questionner sa décision.
Monsieur Moreau, avec tout le respect que je vous dois, êtes-vous certain que Marguerite ait vraiment pris cet argent, elle qui refuse même les pourboires que vous lui offrez parfois? Cette remarque avait réveillé en Jean-Baptiste des doutes qu'il s'efforçait de refouler. Dans son monde impitoyable de la finance, les décisions devaient être prises rapidement et assumées sans faillir. Revenir en arrière était perçu comme un signe de faiblesse, et la faiblesse était un luxe qu'il ne pouvait se permettre. Le lendemain matin, Amélie descendit pour le petit déjeuner avec le visage marqué par une nuit sans sommeil. Une nouvelle. Femme se tenait dans la cuisine. Une certaine Madame Rousseau que l'agence avait envoyée en urgence. Grande et sèche, avec des cheveux gris tirés en chignon strict, elle préparait mécaniquement le repas sans accorder un regard à l'enfant. « Bonjour ?»« Mademoiselle, » dit-elle d'une voix neutre en posant devant Amélie un bol de chocolat chaud. « Votre père m'a demandé de vous informer qu'il était déjà parti en rendez-vous et qu'Henri vous conduirait à l'école. » Amélie observait cette étrangère avec méfiance. Tout chez Madame Rousseau contrastait avec la douceur de Marguerite. Ses gestes brusques, sa voix sèche, son sourire forcé qui ne parvenait pas à masquer son indifférence. L'enfant comprit instinctivement que cette femme n'était là que pour accomplir ses tâches, sans aucun attachement émotionnel. Dans la voiture, Henri remarqua immédiatement le changement chez sa petite passagère. Amélie, d'habitude bavarde et curieuse, restait silencieuse, fixant ses mains jointes sur ses genoux. « Mademoiselle Amélie, » commença-t-il doucement, « puis-je vous poser une question ?» L'enfant leva vers lui ses grands yeux verts, attendant qu'il continue. « Avez-vous demandé à votre papa pourquoi Marguerite était partie ? Il a dit qu'elle avait fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire, » répondit Amélie d'une petite voix. « Henri, vous croyez qu'elle a vraiment fait quelque chose de mal ?» Le chauffeur sentit son cœur se serrer. Il connaissait Marguerite, Dubois depuis qu'elle travaillait chez les Moreau, et jamais il n'avait rencontré personne d'aussi honnête et dévoué. Mais comment dire la vérité à une enfant sans détruire complètement l'image qu'elle avait de son père? Marguerite est quelqu'un de très bien, répondit-il prudemment. Parfois, les adultes prennent des décisions trop vite, sans avoir tous les éléments. Cette réponse plongea Amélie dans une réflexion profonde. Si Henri, qui ne mentait jamais, défendait Marguerite, alors peut-être que son père s'était trompé. Mais cette possibilité était encore plus terrifiante. Si son père pouvait se tromper sur Marguerite, sur quoi d'autre pouvait-il se tromper? Et surtout, s'il s'était trompé, pourquoi ne la ramenait-il pas? À l'école, Amélie continua à être hantée par ces questions. Pendant le cours de mathématiques, Madame Leroy dut l'appeler plusieurs fois pour ramener son attention sur les exercices. Durant la récréation, elle s'assit seule sous le marronnier de la cour, observant ses camarades jouer avec leur nounou ou leur mère, venus les chercher plus tôt. L'après-midi, en rentrant à la maison, Amélie découvrit que la chambre de Marguerite avait été entièrement vidée. Madame Rousseau lui expliqua froidement que les affaires avaient été envoyées à leur destinataire et que la pièce serait bientôt transformée en bureau supplémentaire pour Monsieur Moreau. Cette révélation frappa Amélie comme un coup de massue. La dernière trace physique de Marguerite venait de disparaître, comme si elle n'avait jamais existé. L'enfant monta dans sa chambre et sortit de sous son matelas le dessin froissé qu'elle avait fait pour sa gouvernante. C'était désormais le seul lien tangible qui les reliait encore. Ce soir-là, au dîner, Jean-Baptiste remarqua que sa fille touchait à peine à son assiette. Son teint était pâle, et des cernes soulignaient ses yeux verts habituellement pétillants. « Tu ne manges pas », constata-t-il en levant les yeux de son téléphone. « Je n'ai pas faim, papa », répondit Amélie d'une voix à peine audible. « Il faut manger pour grandir et être en bonne santé », insista-t-il machinalement, répétant les phrases que lui-même avait entendues dans son enfance. Amélie le regarda longuement, comme si elle le voyait vraiment pour la première fois. Puis, d'une voix qui tremblait légèrement, elle posa la question qui l'obsédait. « Papa, est-ce que vous pourriez me renvoyer moi aussi ?» Jean-Baptiste faillit s'étrangler avec sa gorgée de vin. « Qu'est-ce que tu dis ? Si je fais quelque chose de mal comme Marguerite, est-ce que vous pourriez me renvoyer ?» répéta l'enfant, ses petites mains agrippées au bord de la table. Pour la première fois depuis des années, Jean-Baptiste Moreau se trouva à court de mots face à sa propre fille. Le silence qui suivit la question d'Amélie sembla durer une éternité dans la vaste salle à manger.
Jean-Baptiste posait son verre de vin d'une main tremblante, son regard fixé sur sa fille, dont les yeux verts le scrutaient avec une intensité dérangeante. Jamais il n'avait imaginé qu'un enfant de 7 ans puisse le mettre dans un tel état de trouble. « Bien sûr que non, Amélie », finit-il par répondre, mais sa voix manquait de conviction. « Tu es ma fille, ce n'est pas du tout. À la même chose. Mais Marguerite aussi, elle m'aimait, rétorqua l'enfant avec une logique implacable qui surprit son père. Et vous l'avez renvoyée quand même. Alors si moi aussi je fais quelque chose de mal... » Jean-Baptiste se leva brusquement, de table, incapable de supporter plus longtemps ce regard accusateur. « Tu ne comprends pas les affaires des adultes, Amélie. Marguerite a commis une faute grave. »« Quelle faute ?» insista la petite fille en se levant à son tour, ses petits poings serrés le long de son corps. Qu'est-ce qu'elle a fait de si terrible? Pour la première fois depuis des années, Jean-Baptiste Moreau se trouvait confronté à quelqu'un qui osait questionner ses décisions. Dans son monde professionnel, ses ordres étaient exécutés sans discussion. Ici, face à cet enfant de 7 ans, il se sentait soudain démuni et vulnérable. « Elle a pris de l'argent qui ne lui appartenait pas », répondit-il finalement, les mots sortant de sa bouche comme un aveu forcé. Les yeux d'Amélie s'écarquillèrent, de stupeur. « Marguerite a volé ? Mais papa, elle ne voulait même pas accepter les bonbons que je voulais lui offrir avec mon argent de poche en disant que ce n'était pas convenable. » Cette remarque innocente frappa Jean-Baptiste comme un uppercut. Il se souvenait effectivement de la droiture de Marguerite, de sa façon de refuser poliment même les cadeaux les plus anodins, par souci de maintenir une distance professionnelle appropriée. Comment cette même femme aurait-elle pu voler 50 €? Les adultes peuvent changer, marmonna-t-il, mais sa propre voix trahissait ses doutes grandissants. « Non !» cria soudain Amélie, ses yeux se remplissant de larmes. « Marguerite ne changerait jamais. Elle m'aimait vraiment, pas comme Madame Rousseau qui fait semblant d'être gentille. » La colère et le chagrin de sa fille frappèrent Jean-Baptiste avec une force inattendue. Il voyait pour la première fois l'étendue des dégâts qu'il avait causés, non seulement à Marguerite, mais à sa propre enfant. « Amélie, calme-toi » tenta-t-il, mais l'enfant était au-delà de tout apaisement. « Possible. Vous l'avez renvoyée parce qu'elle m'aimait plus que vous » hurla-t-elle, libérant d'un coup toute la frustration accumulée. « Vous étiez jaloux parce qu'elle savait me consoler quand j'avais des cauchemars, parce qu'elle connaissait mes histoires préférées, parce qu'elle me faisait rire. » Ces mots atteignirent Jean-Baptiste en plein cœur. Dans la bouche de sa fille, la vérité prenait une forme crue et incontournable. Était-ce vraiment la jalousie qui l'avait poussé à cette décision précipitée? L'incapacité à accepter qu'une autre personne puisse créer avec Amélie le lien qu'il n'avait jamais su tisser lui-même? « Ce n'est pas vrai », protesta-t-il, faiblement, mais les mots sonnaient faux même à ses propres oreilles. Amélie le regardait maintenant avec une expression qu'il ne lui avait jamais vue, un mélange de déception, de colère et d'une tristesse infiniment mature pour son âge. « Alors rappelez-la, dit-elle d'une voix ferme malgré ses larmes. Si elle n'a vraiment rien fait de mal, rappelez-la. » Jean-Baptiste se trouvait pris au piège de sa propre logique. Comment expliquer à sa fille qu'il ne pouvait revenir sur sa décision sans perdre la face? Comment admettre qu'il avait peut-être commis une erreur monumentale? « C'est plus compliqué que ça, tenta-t-il d'esquiver. « Non, c'est simple, rétorqua Amélie avec la logique implacable de l'enfance. Si quelqu'un n'a rien fait de mal, on ne le punit pas. C'est vous qui me l'avez appris. » Cette phrase résonna dans l'esprit de Jean-Baptiste comme un écho de ses propres enseignements. Combien de fois avait-il expliqué à sa fille l'importance de la justice et de l'équité? Et voilà qu'elle retournait ses principes contre lui montrant son propre reflet dans un miroir impitoyable. « Amélie, tu es trop petite pour comprendre », commença-t-il, mais l'enfant l'interrompit d'un geste de la main qui lui rappela douloureusement sa défunte épouse. « Je comprends que vous avez fait du mal à quelqu'un que j'aime, » dit-elle avec une dignité surprenante. « Et je comprends que, maintenant, vous ne voulez pas admettre que vous vous êtes trompé. » Jean-Baptiste recula d'un pas comme giflé par cette vérité brutale. Sa fille de 7 ans venait de mettre le doigt sur ce qui le rongeait depuis 3 jours, l'orgueil démesuré qui l'empêchait de reconnaître ses erreurs. « Si vous ne la rappelez pas, » continua Amélie d'une voix qui se brisait, « alors je saurai que vous pourrez aussi me renvoyer un jour. Parce que si vous pouvez faire du mal à quelqu'un d'aussi bien que Marguerite, vous pouvez faire du mal à n'importe qui. »
Cette logique enfantine, d'une simplicité désarmante, s'abattit sur Jean-Baptiste comme un couperet. Il réalisait soudain que sa décision avait non seulement détruit la vie de Marguerite, mais qu'elle était aussi en train de briser la confiance que sa fille avait en lui. « Amélie », murmura-t-il, tendant une main vers elle. Mais l'enfant recula, secouant la tête avec une détermination qui lui glaça le sang. « Non, dit-elle simplement. Je ne vous fais plus confiance. » Ces mots, prononcés avec le sérieux absolu de l'enfance, frappèrent Jean-Baptiste avec plus de violence que tous les revers financiers qu'il avait pu essuyer. Il venait de perdre quelque chose d'infiniment plus précieux que de l'argent, l'amour inconditionnel de sa fille. Amélie quitta la salle à manger d'un pas digne, laissant son père seul face à l'ampleur de sa faute. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Jean-Baptiste Moreau pleurait, comprenant qu'il venait de tout perdre à cause de son orgueil et de sa lâcheté. Dans sa chambre, Amélie s'allongea sur son lit, épuisée par cette confrontation. Elle serrait contre elle le dessin froissé, dernière trace tangible de son bonheur passé. Une résolution ferme germa dans son esprit. Si son père ne voulait pas rappeler Marguerite, alors elle la retrouverait elle-même. 3 jours s'écoulèrent, dans un silence pesant qui envahissait chaque recoin de l'hôtel particulier. Amélie et son père se croisaient au repas comme 2 étrangers polis, échangeant à peine quelques mots de courtoisie. Jean-Baptiste tentait de combler le vide par un surcroît d'activités professionnelles, multipliant les réunions et les voyages d'affaires, mais rien ne parvenait à chasser l'écho des paroles de sa fille. Ce matin-là, pendant qu'Amélie était à l'école, Jean-Baptiste fouillait dans son bureau à la recherche d'un contrat important quand ses doigts effleurèrent une enveloppe cachée sous une pile de documents. Son cœur s'arrêta net en reconnaissant l'écriture soignée de Marguerite Dubois et l'adresse de sa fille, inscrite de sa plus belle plume. La lettre avait été livrée par Henri 2 jours après le renvoi de la gouvernante. Jean-Baptiste l'avait interceptée, mu par une impulsion qu'il ne s'expliquait pas lui-même, peut-être par crainte de voir sa version des faits remise en question. Maintenant, tenant cette enveloppe entre ses mains tremblantes, il mesurait la gravité de son geste. D'une main hésitante, il décacheta l'enveloppe et déplia les feuillets ornés de petits dessins colorés dans les marges. L'écriture de Marguerite, toujours si soignée, dansait devant ses yeux tandis qu'il lisait les mots qui allèrent le hanter pour le reste de sa vie. « Ma chère petite Amélie, » écrivait Marguerite, « je sais que tu dois te poser beaucoup de questions sur mon départ si soudain. Je voulais t'expliquer que jamais, au grand jamais, je n'aurais voulu te quitter sans te dire au revoir. Tu es devenue comme ma propre fille, et chaque moment passé avec toi a été un bonheur immense. » Jean-Baptiste sentit sa gorge se serrer, en lisant ces lignes empreintes d'un amour sincère. « Je sais que ton papa t'a peut-être dit que j'avais fait quelque chose de mal, » continuait la lettre. « Je veux que tu saches que ce n'est pas vrai, ma chérie. Je n'ai jamais rien pris qui ne m'appartenait pas. Parfois, les grandes personnes se trompent, même quand elles sont très intelligentes comme ton papa. Mais cela ne veut pas dire qu'elles sont méchantes. » Les mots suivants firent chanceler Jean-Baptiste. « Je ne t'en veux pas si tu ne peux plus me faire confiance. Mais souviens-toi toujours que l'amour que nous avons partagé était réel et que personne ne pourra jamais nous l'enlever. Tu resteras toujours dans mon cœur, quoi qu'il arrive. » La lettre se terminait par une série de petits dessins représentant leurs moments préférés ensemble. Amélie sur les balançoires du Luxembourg, leur séance de lecture du soir, leur fou rire pendant la préparation des gâteaux. En bas de la dernière page, Marguerite avait écrit son adresse et ajouté « Si un jour tu as besoin de moi, je serai toujours là pour toi. » Jean-Baptiste laissa tomber la lettre, ses mains tremblant incontrôlablement. Chaque mot de Marguerite résonnait comme un témoignage de son innocence, un reproche silencieux à sa propre lâcheté. Cette femme, qu'il avait chassée avec tant de brutalité, continuait à protéger l'image qu'Amélie avait de son père, même dans l'injustice. Au même moment, Henri entrait dans le bureau pour annoncer le retour d'Amélie de l'école. Il aperçut son employeur effondré dans son fauteuil, la lettre éparpillée sur le bureau. « Monsieur Moreau, tout va bien ?» demanda-t-il avec inquiétude. Jean-Baptiste leva vers lui des yeux rougis par les larmes qu'il ne parvenait plus à retenir. « Henri, j'ai commis une erreur terrible. » Le chauffeur s'approcha et, reconnaissant l'écriture de Marguerite, comprit immédiatement la situation. « Vous avez gardé la lettre de Marguerite pour mademoiselle Amélie. »« Comment ai-je pu être aussi lâche ?» murmura Jean-Baptiste. «
Cette femme a été parfaite avec nous pendant 3 ans. Et moi, je l'ai accusée sans preuve. Je l'ai humiliée. Et maintenant je découvre qu'elle continue à me protéger aux yeux de ma propre fille. » Henri, qui avait assisté en silence à la destruction progressive de cette famille, prit enfin la parole avec une franchise qu'il ne s'était jamais autorisée auparavant. « Monsieur Moreau, avec tout le respect que je vous dois, Marguerite, mérite la vérité. Et mademoiselle Amélie aussi. Cet enfant se consume de chagrin et de culpabilité. Elle s'interdit de rire, de jouer, de peur de vous décevoir et de subir le même sort. » Les mots d'Henri frappèrent Jean-Baptiste comme autant de gifles. Il repensait aux derniers jours, au repas silencieux, au sourire forcé d'Amélie, à sa façon de marcher sur la pointe des pieds, comme si elle craignait de déranger. « Que dois-je faire ?» demanda-t-il, pour la première fois de sa vie. Adulte sollicitant les conseils d'un employé. « Rendez-lui sa lettre », répondit Henri simplement. « Et demandez-lui pardon, tous les deux. » À cet instant, des pas légers résonnèrent dans l'escalier. Amélie montait vers sa chambre, probablement pour faire ses devoirs dans la solitude qu'elle s'imposait désormais. Jean-Baptiste rassembla les feuilles de la lettre d'une main tremblante. « Amélie » appela-t-il. La petite fille apparut sur le seuil du bureau, surprise d'être interpellée. Son père ne lui adressait plus la parole que pour les nécessités quotidiennes depuis leur dispute. « Oui, papa » répondit-elle d'une voix neutre, gardant ses distances. Jean-Baptiste se leva, tenant la lettre contre sa poitrine. Pour la première fois depuis des années, il allait devoir s'abaisser, reconnaître ses torts, montrer sa vulnérabilité à cet enfant qu'il avait déçu. « J'ai quelque chose qui t'appartient, » dit-il en lui tendant l'enveloppe. Amélie regarda la lettre avec des yeux ronds, reconnaissant immédiatement l'écriture de Marguerite. « C'est pour moi. Marguerite te l'a envoyé il y a 3 jours, » avoua Jean-Baptiste, la honte colorant ses joues. Je l'ai gardé. » Le regard d'Amélie passa de la surprise à la colère, puis à quelque chose de plus douloureux encore, la déception profonde face à cette nouvelle trahison. « Vous avez volé ma lettre, » dit-elle d'une voix blanche. La simplicité de cette accusation, énoncée avec la logique implacable de l'enfance, frappa Jean-Baptiste de plein fouet. Oui, il avait volé cette lettre, lui qui avait accusé Marguerite de vol. L'ironie de la situation était d'une cruauté parfaite. « Oui, admit-il, incapable de mentir davantage, j'ai volé ta lettre. » Amélie prit l'enveloppe d'une main tremblante et, sans un mot de plus, tourna les talons pour regagner sa chambre. Jean-Baptiste la regarda partir, comprenant qu'il venait de perdre définitivement la confiance de sa fille. Dans sa chambre hausse, murs ornés de papier peint à motif de princesse, Amélie lisait et relisait la lettre de Marguerite, chaque mot résonnant dans son cœur comme un baume sur une blessure béante. Les larmes coulèrent librement sur ses joues, tandis qu'elle contemplait les petits dessins tracés avec tant d'amour dans les marges. Marguerite n'avait pas oublié leurs moments précieux. Elle se souvenait de chaque détail de leur complicité. La dernière page de la lettre, où figurait l'adresse de Marguerite dans le 15e arrondissement, sembla s'illuminer sous le regard d'Amélie. « Si un jour tu as besoin de moi, je serai toujours là pour toi », avait écrit sa bien-aimée gouvernante. Ces mots prenaient maintenant tout leur sens. Amélie se dirigea vers son petit bureau et sortit une feuille de papier. D'une écriture appliquée, elle recopiait soigneusement l'adresse, la mémorisant par cœur comme un trésor précieux. Rue de Vaugirard, numéro 127, 3e étage. Elle répéta mentalement cette adresse jusqu'à ce qu'elle soit gravée dans sa mémoire d'enfant. Le lendemain matin, Amélie descendit pour le petit déjeuner avec un calme inhabituel qui surprit même Madame Rousseau. L'enfant mangea sagement ses tartines, but son chocolat chaud et rassembla ses affaires d'école avec une efficacité qui contrastait avec l'apathie des derniers jours. « Vous semblez en forme ce matin, mademoiselle », observa Henri en l'aidant à monter dans la Mercedes. « Oui », répondit simplement Amélie, serrant contre elle son cartable qui contenait non seulement ses cahiers, mais aussi la lettre de Marguerite et ses dernières économies, 15 € qu'elle gardait précieusement dans une petite boîte décorée. À l'école Saint-Dominique, Amélie se montra attentive en classe, participait aux exercices et souriait même à ses camarades. Madame Leroy fut soulagée de voir l'enfant retrouver apparemment sa joie de vivre, sans se douter qu'Amélie
était en train de mettre au point le plan le plus audacieux de sa jeune existence. À l'heure du déjeuner, pendant que ses camarades se dirigèrent vers la cantine, Amélie prétexta un mal de ventre pour rester en classe. Dès que le couloir fut désert, elle glissa discrètement hors de l'établissement par la sortie de secours qu'elle avait repérée lors des exercices d'évacuation. Le cœur battant, elle se retrouva dans la rue, seule pour la première fois de sa vie. La sensation était à la fois terrifiante et enivrante. Autour d'elle, Paris bruissait de son activité habituelle. Les voitures circulaient, les passants pressés se croisaient sans se voir, et elle, petite fille de 7 ans, se fondait dans cette symphonie urbaine. Elle se dirigea d'un pas déterminé vers la bouche de métro la plus proche. Henri lui avait souvent expliqué le fonctionnement du transport parisien lors de leurs trajets en voiture, et Amélie avait une excellente mémoire. Elle savait qu'elle devait prendre la ligne 12 pour rejoindre le 15e arrondissement. Au Liu-san, guichet, l'employé la regarda avec surprise. « Tu es toute seule, petite ?»« Ma maman m'attend à Vaugirard, mentit Amélie avec un aplomb qui la surprit elle-même. Elle m'a donné l'argent pour le ticket. » L'homme, attendri par cette enfant si sérieuse, lui vendit son ticket en lui expliquant quelle direction prendre. Amélie le remercia poliment et s'engouffra dans les couloirs du métro, son cœur cognant si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. Dans la rame bondée, pressée entre des adultes qui consultaient leur téléphone ou lisaient leurs journaux, Amélie comptait les stations en retenant son souffle. Chaque arrêt la rapprochait de Marguerite, de cette femme qu'il aimait vraiment et qui saurait lui expliquer pourquoi le monde des adultes était si compliqué et si injuste. Rue de Vaugirard, l'immeuble de Marguerite était un modeste bâtiment, haussmannienne aux façades grises noircies par la pollution parisienne. Amélie gravit les escaliers en bois qui grinçaient sous ses pas, son cartable battant contre sa hanche à chaque marche. Au 3e étage, devant la porte marquée d'un simple monsieur Dubois, elle s'arrêta pour reprendre son souffle. Sa petite main tremblait quand elle appuya sur la sonnette. Des pas se firent entendre de l'autre côté de la porte, puis celle-ci s'ouvrit, révélant le visage familier de Marguerite. La gouvernante écarquilla les yeux, n'en croyant pas ce qu'elle voyait. « Amélie, mon Dieu, que fais-tu ici ?» s'exclama-t-elle, en s'agenouillant pour se mettre à la hauteur de l'enfant. Sans un mot, Amélie se jeta dans les bras de Marguerite, libérant enfin toute la tension accumulée depuis des jours. Elle sanglotait contre l'épaule de sa gouvernante, respirant cette odeur de lavande et de vanille qui lui avait tant manqué. « Ma petite chérie, comment es-tu arrivée jusqu'ici ?» demanda Marguerite en la serrant contre elle, ses propres yeux se remplissant de larmes. « J'ai pris le métro », répondit Amélie d'une voix étouffée. « J'ai eu votre lettre. Papa l'avait cachée. » Marguerite ferma les yeux, comprenant immédiatement les implications de cette révélation. Elle fit entrer Amélie dans son petit appartement, un 2 pièces modeste mais chaleureux, aux murs ornés de photos d'Amélie à différents âges. « Tu as vu ? J'ai gardé toutes nos photos, » dit doucement Marguerite en installant l'enfant sur son canapé. « Tu me manques énormément, ma chérie. » Amélie sortit de son cartable le dessin froissé qu'elle gardait précieusement depuis le matin de la séparation. « Je vous avais fait ça. Pour vous. » Marguerite prit le dessin avec des mains tremblantes, touchée aux larmes par ce geste d'amour. « Il est magnifique. Je vais le mettre avec mes plus beaux trésors. » Marguerite dit soudain à Amélie avec le sérieux de ses 7 ans. « Est-ce que vous avez vraiment volé de l'argent ?» La gouvernante regarda cet enfant qui lui faisait face avec tant de courage et de détermination. Elle aurait pu mentir, édulcorer la vérité, mais Amélie méritait mieux que cela. « Non, ma chérie, » répondit-elle simplement. « Je n'ai jamais rien volé, ton papa s'est trompé. »« Je le savais, » murmura Amélie, un mélange de soulagement et de tristesse dans la voix. « Henri me l'avait dit aussi. Mais alors, pourquoi papa ne veut pas vous faire revenir ?» Marguerite chercha ces mots, consciente qu'elle s'adressait à une enfant, mais qu'Amélie avait déjà perdu une partie de son innocence. Parfois, les adultes ont du mal à reconnaître qu'ils se sont trompés. Cela ne veut pas dire qu'ils sont méchants, juste qu'ils ont peur. Peur de quoi? Peur de paraître faibles, peur de montrer qu'ils ne sont pas parfaits. Amélie réfléchit à cette explication, sa petite main toujours serrée dans celle de Marguerite. Moi, je préférerais un papa qui se trompe parfois, mais qui le reconnaît, plutôt qu'un papa qui fait comme s'il avait toujours raison. Cette phrase,
d'une sagesse bouleversante dans la bouche d'une enfant de 7 ans, alla droit au cœur de Marguerite. Elle comprit à cet instant qu'Amélie avait grandi trop vite, forcée de comprendre des complexités adultes qui n'auraient jamais dû effleurer son univers d'enfant. Au même moment, le téléphone de Marguerite se mit à sonner avec insistance. L'école Saint-Dominique, la découverte de l'absence d'Amélie déclencha une agitation générale. Madame Leroy, qui avait cru l'enfant malade dans sa classe, réalisa avec horreur qu'elle n'avait pas vérifié sa présence depuis le matin. L'institutrice alerta immédiatement la direction, qui contacta Henri pour l'informer que mademoiselle Moreau avait disparu. Le chauffeur, qui attendait tranquillement devant l'établissement, sentit son sang se glacer. Il composa immédiatement le numéro de Jean-Baptiste, qui était en réunion avec des investisseurs japonais dans un grand hôtel du 8e arrondissement. « Monsieur Moreau, » commença Henri d'une voix tremblante, « il faut que vous veniez immédiatement. Mademoiselle Amélie a disparu de l'école. » Jean-Baptiste quitta sa réunion en catastrophe, abandonnant des contrats de plusieurs millions d'euros sur la table de conférence. Pour la première fois de sa carrière, l'argent n'avait plus aucune importance. Seule comptait sa fille, cette petite fille qu'il avait si mal comprise et si mal aimée. Dans la Mercedes qui fendait le trafic parisien à tombeau ouvert, Jean-Baptiste tentait de garder son calme, tandis qu'Henri conduisait vers l'école. « Elle ne peut pas être allée bien loin », tentait de se rassurer le père, mais au fond de lui, une angoisse terrible lui serrait la poitrine. À l'école, la directrice, Madame Fontaine, les accueillit avec gravité. « Nous avons interrogé tous ses camarades. Personne ne l'a vue partir. Les caméras de surveillance montrent qu'elle a quitté l'établissement vers 13 heures par la sortie de secours. »« 13 heures, » répéta Jean-Baptiste en regardant sa montre. « Cela fait maintenant 3 heures. » Henri, qui connaissait Amélie mieux que quiconque, réfléchissait intensément. « Monsieur, si elle est partie volontairement, elle avait une destination précise en tête. Amélie ne fait jamais rien au hasard. Mais où pourrait-elle aller ? » Jean-Baptiste passait en revue tous les endroits qu'aimait sa fille. Le jardin, du Luxembourg, les Tuileries, les Champs-Élysées, mais aucun ne justifiait une fugue si déterminée. C'est alors qu'Henri eut une illumination. « La lettre », murmura-t-il. « Monsieur, vous lui avez rendu la lettre de Marguerite hier soir. L'adresse y figurait peut-être ?» Jean-Baptiste écarquilla les yeux, réalisant soudain l'évidence. « Mon Dieu, elle est allée chez Marguerite. » Sans perdre une seconde, ils remontèrent en voiture. Henri, qui avait conduit Marguerite chez elle le jour de son renvoi, connaissait parfaitement l'adresse. Pendant le trajet vers le 15e arrondissement, Jean-Baptiste oscillait entre soulagement et terreur. Soulagement de savoir sa fille probablement en sécurité. Terreur à l'idée de ce que cette fuite révélait sur l'état de leur relation. « Henri, » dit-il soudain, « j'ai été un père exécrable, n'est-ce pas ?» Le chauffeur, qui n'avait jamais eu d'enfant mais qui chérissait Amélie comme sa propre petite fille, choisit ses mots avec précaution. « Monsieur Moreau, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mademoiselle Amélie a besoin de vous, mais elle a aussi besoin que vous reconnaissiez vos erreurs. » Chez Marguerite, le téléphone continuait de sonner avec insistance. La gouvernante hésitait à répondre, devinant qu'il s'agissait probablement de Jean-Baptiste qui avait découvert la fugue de sa fille. « C'est papa ?» demanda Amélie d'une petite voix. « Probablement, » répondit Marguerite en décrochant finalement le combiné. « Marguerite ?» La voix de Jean-Baptiste était chargée d'émotion. « Amélie est-elle chez vous ?»« Oui, elle est là, » confirma la gouvernante. « Elle va... Bien, ne vous inquiétez pas. J'arrive, » annonça Jean-Baptiste avant de raccrocher brutalement. Marguerite se tourna vers Amélie, qui la regardait avec des yeux interrogateurs. « Ton papa arrive, ma chérie. Il était très inquiet. Il va être fâché contre moi ?» demanda l'enfant d'une voix tremblante. « Je ne pense pas, » répondit doucement Marguerite. « Je crois qu'il a surtout eu très peur de te perdre. » 20 minutes plus tard, des coups pressants résonnèrent à la porte. Marguerite ouvrit pour découvrir Jean-Baptiste, le visage ravagé par l'angoisse et les cheveux en bataille, accompagné d'Henri qui restait discrètement en retrait. « Amélie !» s'exclama Jean-Baptiste en apercevant sa fille assise sur le canapé. Il se précipita vers elle, mais s'arrêta net en voyant qu'elle se recroquevillait instinctivement. Ce geste de recul lui fit plus mal que tous les reproches du monde. « Tu n'es pas blessé ?» demanda-t-il en s'agenouillant devant elle, n'osant plus la toucher. « Non, » répondit Amélie d'une petite voix. « Je voulais juste voir Marguerite. »
Jean-Baptiste leva les yeux vers la gouvernante, qui se tenait debout près de la fenêtre, digne malgré la situation. Pour la première fois depuis leur confrontation, il la regarda vraiment. Cette femme qui avait élevé sa fille avec tant d'amour, qu'il avait chassée avec tant de brutalité. « Marguerite, commença-t-il, sa voix se brisant, « je vous demande, pardon ?» Ces mots, prononcés avec une sincérité douloureuse, résonnèrent dans le petit appartement comme une libération. Marguerite sentit ses propres yeux s'embuer, touchée malgré elle par ce début de reconnaissance. « Monsieur Moreau, non, l'interrompit-il. Laissez-moi finir, j'ai été aveuglé par ma fierté, par ma jalousie aussi. Vous aviez réussi là où j'avais échoué, créé un vrai lien avec ma fille. Au lieu de vous en être reconnaissant, je vous ai haï. Pour cela. » Amélie écoutait cette confession, ses grands yeux passant de son père à Marguerite. C'était la première fois qu'elle entendait un adulte reconnaître ses erreurs avec tant de sincérité. « J'ai inventé cette histoire de vol parce que je ne supportais plus de voir qu'Amélie vous aimait plus que moi. » Continua Jean-Baptiste, les larmes coulant librement sur ses joues. « Et maintenant j'ai failli la perdre à cause de mon orgueil stupide. » Marguerite s'approcha lentement, touchée malgré elle par cette détresse sincère. « Amélie ne vous a jamais moins aimé, monsieur Moreau. Elle avait juste besoin que vous lui montriez votre amour autrement. »« Marguerite, » dit soudain Amélie en se levant du canapé, « papa pleure. »« Oui, ma chérie, » répondit doucement la gouvernante. « Les papas aussi ont le droit de pleurer quand ils ont de la peine. » Jean-Baptiste regarda sa fille, cette petite personne courageuse qui avait traversé Paris toute seule pour retrouver celle qu'elle aimait. « Amélie, peux-tu me pardonner ?» L'enfant hésita un long moment, puis s'approcha de son père et posa sa petite main sur sa joue humide. « Oui, papa, mais il faut que vous demandiez pardon à Marguerite aussi. » Jean-Baptiste se tourna vers la gouvernante, cet homme puissant et orgueilleux s'humiliant devant celle qu'il avait brisée. « Marguerite, voulez-vous nous pardonner? Voulez-vous revenir ?» Marguerite regardait cette famille brisée qui tentait de se reconstruire. Dans son cœur, la colère luttait contre l'amour qu'elle portait à Amélie. Le silence qui suivit la demande de Jean-Baptiste sembla suspendre le temps dans le petit appartement de Marguerite. La gouvernante observait cet homme brisé qui s'humiliait devant elle, puis son regard se posa sur Amélie, cet enfant qui avait eu le courage de traverser Paris pour retrouver l'amour qu'on lui avait arraché. « Monsieur Moreau, » dit finalement Marguerite d'une voix douce mais ferme, « votre demande me touche vraiment, mais je ne peux pas revenir simplement parce que vous le souhaitez maintenant. » Le visage de Jean-Baptiste se décomposa, tandis qu'Amélie serrait instinctivement la main de sa gouvernante. « Je comprends, » murmura-t-il, la tête basse. « Non, vous ne comprenez pas, » continua Marguerite. « Si je reviens, ce ne sera pas en tant qu'employé que vous pouvez renvoyer au moindre caprice. Ce sera en tant que personne qui fait partie de la vie d'Amélie, avec le respect que cela implique. » Jean-Baptiste leva les yeux, surpris par cette condition qu'il n'avait pas anticipée. « Amélie a besoin de stabilité, » poursuivit Marguerite. « Elle a besoin de savoir que les gens qu'elle aime ne vont pas disparaître du jour au lendemain sur un malentendu. Si je reviens, ce sera avec la garantie que plus jamais vous ne prendrez de décision concernant moi sans me parler d'abord. » « Vous avez raison, » admit Jean-Baptiste. « Absolument raison. Je vous promets que cela n'arrivera plus jamais. » Amélie regardait cette négociation entre les deux adultes qu'elle aimait le plus au monde, comprenant instinctivement que quelque chose d'important était en train de se jouer. « Et puis, » ajouta Marguerite, en s'agenouillant devant Amélie, « il faut que tu comprennes quelque chose, ma chérie. Ton papa et moi, nous allons devoir apprendre à nous faire confiance à nouveau. Cela va prendre du temps. »« Mais vous allez revenir ?» demanda l'enfant d'une voix pleine d'espoir. Marguerite échangea un regard avec Jean-Baptiste, puis sourit pour la première fois depuis des jours. « Oui, je vais revenir, mais nous allons tous les trois devoir apprendre de nouvelles façons de vivre ensemble. » Amélie se jeta dans les bras de Marguerite, puis tendit une main vers son père pour l'inclure dans cette étreinte. Pour la première fois depuis des années, Jean-Baptiste Moreau étreignait sa fille et la femme qu'il avait élevée, formant un cercle d'amour et de pardon. 2 semaines plus tard, la vie avait repris son cours dans l'hôtel particulier du 16e arrondissement, mais avec une dynamique entièrement nouvelle. Marguerite était revenue, mais avec un statut différent. Elle était maintenant gouvernante consultante, un titre inventé par Jean-Baptiste, pour signifier qu'elle participait aux décisions concernant Amélie.
Les repas familiaux avaient changé de nature. Jean-Baptiste s'efforçait d'être présent, posant son téléphone et s'intéressant vraiment aux histoires d'école de sa fille. Marguerite, de son côté, veillait à ce que père et fille créent leur propre moment de complicité. Mais, malgré cette réconciliation, certaines blessures ne s'effaçaient pas si facilement. Amélie avait développé une hyper-vigilance qui inquiétait les adultes. Elle guettait chaque signe de tension, chaque froncement de sourcils, prête à intervenir pour éviter un nouveau conflit. Un soir, alors que Jean-Baptiste l'abordait dans son lit, Amélie posa la question qui le hantait depuis leur réconciliation. « Papa, vous ne me renverrez jamais, n'est-ce pas ?» Ces mots, prononcés avec le sérieux bouleversant de l'enfance, transpercèrent le cœur de Jean-Baptiste. Il comprit que sa fille portait encore en elle la peur d'être abandonnée, cette angoisse qu'il avait créée par sa décision impulsive. « Jamais, ma chérie, » répondit-il en s'asseyant sur le bord du lit. « Tu es ma fille, et rien au monde ne pourra changer cela. Les parents ne peuvent pas renvoyer leurs enfants, c'est impossible. » « Mais maman est partie, » observa Amélie avec cette logique implacable qui le désarmait toujours. Jean-Baptiste sentit sa gorge se serrer. Comment expliquer à une enfant de 7 ans les complexités des relations adultes? « Maman est partie parce qu'elle n'était plus heureuse avec moi, » admit-il douloureusement. « Mais cela n'avait rien à voir avec toi. Elle t'aime, même si elle vit ailleurs maintenant. Et vous? Vous êtes heureux avec moi ?» Cette question directe força Jean-Baptiste à regarder sa fille droit dans les yeux. « Tu es ce qui me rend le plus heureux au monde, Amélie. J'ai mis du temps à le comprendre, mais maintenant je le sais. » Amélie sourit, rassurée pour le moment, mais Jean-Baptiste savait que cette conversation reviendrait. Sa fille avait appris trop tôt que même l'amour pouvait être fragile, que les adultes pouvaient se tromper cruellement. Dans sa propre chambre, Marguerite contemplait la photographie qu'Amélie avait insisté pour qu'elle remette sur sa commode. L'image les montrait toutes les deux au jardin du Luxembourg, riant aux éclats dans l'insouciance d'un bonheur qui semblait alors éternel. Elle avait pardonné à Jean-Baptiste, mais elle n'oubliait pas. Cette expérience l'avait changée, elle aussi. Elle qui avait toujours eu une confiance aveugle en ses employeurs, avait appris que même les plus privilégiés pouvaient se révéler cruels quand leur ego était menacé. 3 mois s'écoulèrent dans cette nouvelle configuration familiale. Jean-Baptiste avait réduit ses voyages d'affaires, déléguant davantage à ses collaborateurs pour passer du temps avec Amélie. Il découvrait les joies simples de l'accompagner à l'école, de l'aider avec ses devoirs, de lire des histoires le soir. Mais il remarquait aussi les séquelles de leur crise. Amélie était devenue une enfant parfaite, trop parfaite. Elle ne se permettait plus aucune bêtise, aucun caprice, comme si elle craignait de dépasser une limite invisible qui pourrait déclencher une nouvelle catastrophe. Un samedi matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner tous les trois, Amélie renversa accidentellement son bol de chocolat chaud sur la nappe blanche. Au lieu de réagir normalement, elle se figea, le visage livide, les yeux remplis de terreur. « Je suis désolée », s'exclama-t-elle en reculant sa chaise. « Je ne l'ai pas fait exprès. Ne me grondez pas. » Cette réaction disproportionnée brisa le cœur de Jean-Baptiste et de Marguerite. Ils échangèrent un regard chargé de culpabilité partagée. « Ma chérie, » dit doucement Marguerite en s'approchant d'Amélie, « ce n'est qu'un accident. Personne ne va te gronder pour ça. Les enfants ont le droit de faire des bêtises, » ajouta Jean-Baptiste en nettoyant calmement la tache. « C'est comme ça qu'on apprend. » Amélie les regardait, encore méfiante, comme si elle testait la sincérité de leurs paroles. « Tu veux qu'on fasse des crêpes pour remplacer le petit déjeuner ?» proposa Marguerite. « Et tu as le droit d'en mettre partout dans la cuisine si ça te fait plaisir. » Pour la première fois depuis des mois, Amélie éclata de rire, ce rire cristallin qui avait tant manqué à la maison. En préparant les crêpes, elle retrouvait progressivement sa spontanéité d'enfant, guidée par les 2 adultes qui l'aimaient et qui avaient appris, à leurs dépens, que l'amour ne se commande pas. Plus tard, ce même samedi soir, alors qu'Amélie dormait paisiblement, Jean-Baptiste et Marguerite se retrouvèrent dans le salon pour faire le bilan de cette journée particulière. « Elle va s'en remettre », dit Marguerite avec conviction. « Les enfants sont plus résilients qu'on ne le croit, mais elle n'oubliera jamais, » répondit Jean-Baptiste le regard perdu. « Cette peur d'être abandonnée la marquera toute sa vie. »« Peut-être, » admit Marguerite,
Mais elle apprendra aussi qu'on peut se tromper et se racheter, qu'on peut abîmer quelque chose de précieux et le réparer. Ce ne sont pas les pires leçons de vie. Jean-Baptiste hocha la tête, conscient qu'il passerait probablement le reste de sa vie à réparer les dégâts causés par quelques jours d'orgueil mal placé. Mais il était déterminé à y parvenir pour Amélie, pour Marguerite et pour l'homme qu'il voulait devenir. L'histoire de la famille Moreau était loin d'être terminée, mais elle avait pris un nouveau tournant. Car parfois, il faut briser quelque chose pour comprendre sa véritable valeur. Et Jean-Baptiste avait failli perdre ce qui comptait le plus au monde, avant de réaliser que l'amour ne se contrôle pas comme un empire financier, mais se cultive avec patience, humilité et sincérité. 6 mois s'étaient écoulés depuis la réconciliation de la famille Moreau, et l'automne parisien teintait les feuilles des arbres de l'avenue Foch de couleur dorée. Dans l'hôtel particulier, la vie avait trouvé un nouveau rythme, plus apaisé mais encore fragile, comme un vase recollé dont on peut voir les fissures si on regarde attentivement. Amélie, désormais âgée de 8 ans, avait retrouvé une partie de son insouciance enfantine, mais certains comportements révélaient encore les cicatrices de cette période douloureuse. Elle avait développé une habitude particulière. Chaque soir, avant de se coucher, elle vérifiait que Marguerite était bien dans sa chambre et que son père était rentré de ses rendez-vous d'affaires. Ce matin-là, Marguerite préparait le petit déjeuner quand elle remarqua qu'Amélie descendait l'escalier plus lentement que d'habitude, serrant contre elle son doudou, qu'elle avait pourtant abandonné depuis des mois. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» demanda doucement la gouvernante en se penchant vers l'enfant. « Marguerite, » commença Amélie d'une voix hésitante, « hier soir, j'ai entendu papa parler au téléphone. Il disait qu'il fallait peut-être faire des changements dans la maison. » Le cœur de Marguerite se serra. Elle connaissait cette angoisse qui réapparaissait chez Amélie dès qu'un élément sortait de l'ordinaire. « Tu as entendu autre chose ?» « Il parlait de budget et de réorganisation, » continua l'enfant, ses grands yeux verts remplis d'inquiétude. « Vous allez partir à nouveau ?» Marguerite s'agenouilla devant Amélie et prit ses petites mains dans les siennes. « Ma chérie, ton papa et moi avons fait une promesse. Plus jamais nous ne prendrons de décisions qui te concernent, sans en parler tous ensemble. Tu te souviens ?» Amélie hocha la tête, mais l'inquiétude persistait dans son regard. Au même moment, Jean-Baptiste descendait l'escalier ajustant sa cravate. Il remarqua immédiatement l'expression tendue de sa fille et l'attitude protectrice de Marguerite. « Que se passe-t-il » demanda-t-il en s'approchant. « Amélie a entendu votre conversation téléphonique d'hier soir, » expliqua Marguerite. « Elle s'inquiète des changements que vous avez mentionnés. » Jean-Baptiste se figea, réalisant immédiatement l'impact de ses paroles sur sa fille hypersensible. Il s'assit à la table du petit déjeuner et fit signe à Amélie de venir près de lui. « Ma chérie, la conversation que tu as entendue concernait le bureau de maman au 2e étage, » expliqua-t-il patiemment. « Je pensais le transformer en salle de jeu pour toi, mais j'aurais dû t'en parler d'abord. » Le soulagement se peignit sur le visage d'Amélie, mais Jean-Baptiste comprit qu'il devait aller plus loin. « Amélie, regarde-moi, » dit-il en prenant doucement son menton. « Je te fais une promesse solennelle. Si jamais j'envisage un changement qui pourrait t'inquiéter, je t'en parlerai directement. Plus jamais tu n'auras à deviner ou à avoir peur en écoutant mes conversations. » Cette promesse rassura l'enfant, qui retrouva progressivement son sourire. Mais Marguerite observait cette scène avec une pointe de tristesse. Elle savait qu'Amélie porterait probablement cette fragilité toute sa vie, cette tendance à guetter les signes de rupture dans la stabilité qu'elle chérissait. Plus tard, dans la matinée, alors qu'Henri conduisait Amélie à l'école, la petite fille se confia à lui comme elle le faisait souvent. « Henri, vous croyez que les grandes personnes peuvent vraiment changer ?» Le chauffeur observa l'enfant dans le rétroviseur, touché par cette question si profonde dans la bouche d'une enfant de 8 ans. « Qu'est-ce qui te fait penser à ça, mademoiselle Amélie ?»« Papa a beaucoup changé. Depuis que Marguerite est revenue. Mais parfois j'ai peur qu'il redevienne comme avant. » Henri réfléchit longuement avant de répondre. « Tu sais, mademoiselle, les gens peuvent changer, mais cela demande beaucoup d'efforts tous les jours. Ton papa fait ses efforts parce qu'il t'aime et qu'il a compris ses erreurs. Et si un jour il oublie ses erreurs ?» Cette question révélait une maturité préoccupante chez l'enfant.
Henri sentit qu'il devait être particulièrement prudent dans sa réponse. « Dans ce cas, il faudra que toi et Marguerite vous soyez. » alla pour le lui rappeler gentiment. C'est comme ça que fonctionne une famille. On s'aide mutuellement à rester sur le bon chemin. À l'école, Amélie retrouvait ses camarades avec plus de facilité qu'avant. Mais Madame Leroy remarquait encore certains comportements. L'enfant restait hyper vigile aux changements d'humeur des adultes et elle avait tendance à jouer le rôle de médiatrice quand des disputes éclataient entre ses camarades. Amélie a développé une empathie remarquable, confiait l'institutrice à Marguerite lors d'une réunion. Mais elle semble parfois porter le poids du monde sur ses épaules. C'est beaucoup pour une enfant de son âge. Cette observation confirmait les craintes de Marguerite. Amélie avait grandi trop vite, forcée de comprendre des dynamiques adultes complexes. La gouvernante se promit de surveiller cette tendance et d'encourager l'enfant à redevenir simplement une enfant. Le soir venu, Jean-Baptiste rentrait plus tôt que d'habitude, une surprise qu'il préparait depuis plusieurs semaines. Il avait organisé une sortie spéciale pour tous les trois, un dîner dans le restaurant préféré d'Amélie, suivi d'une séance de cinéma. « C'est pourquoi cette sortie ?» demanda Amélie, encore méfiante face aux surprises. « Pour rien de spécial », répondit Jean-Baptiste avec un sourire. « J'ai simplement envie de passer du temps avec mes deux femmes préférées. » Cette spontanéité nouvelle chez son père émut Amélie aux larmes. Elle réalisait que l'homme distant et préoccupé qu'elle avait connu se transformait peu à peu en un vrai papa, présent et attentif. Au restaurant, Amélie observait discrètement les interactions entre son père et Marguerite. Leur relation avait évolué depuis la réconciliation. Il y avait maintenant un respect mutuel, une complicité professionnelle teintée d'affection sincère. Marguerite n'était plus seulement une employée, mais une partenaire dans l'éducation d'Amélie. « Papa », dit soudain Amélie en trempant sa frite dans le ketchup. « Vous vous souvenez quand vous m'avez demandé si je pouvais vous pardonner ?» Jean-Baptiste posa sa fourchette, sentant que sa fille s'apprêtait à dire quelque chose d'important. « Oui, je m'en souviens. Eh bien, je voulais vous dire que maintenant, je sais vraiment que je vous ai pardonné, parce que je n'ai plus peur que vous redeveniez méchant. » Cette déclaration, prononcée avec le sérieux de l'enfance, émut profondément Jean-Baptiste. Et Marguerite, c'était la première fois qu'Amélie exprimait si clairement sa confiance retrouvée. « Merci, ma chérie », murmura Jean-Baptiste, sa voix légèrement tremblante. « Cette confiance, je ferai tout pour la mériter chaque jour. » Marguerite, témoin de cette réconciliation authentique, sentit son propre cœur s'apaiser. La famille qu'elle chérissait était enfin en voie de guérison véritable. Mais au fond d'elle-même, elle savait que les véritables défis les attendaient encore. Car grandir avec de telles cicatrices émotionnelles laisserait des traces chez Amélie, et il leur faudrait encore beaucoup de patience et d'amour pour l'accompagner vers l'âge adulte. 2 années s'étaient écoulées depuis cette période tumultueuse qui avait failli détruire la famille Moreau. Amélie, maintenant âgée de 10 ans, était devenue une petite fille épanouie, bien que marquée par une sagesse précoce qui la distinguait de ses camarades. Dans l'hôtel particulier du 16e arrondissement, la stabilité n'était plus une fragile reconquête, mais une réalité solidement ancrée. Ce matin de printemps, Marguerite préparait les bagages d'Amélie pour un voyage scolaire de 3 jours en Normandie. C'était la première fois que l'enfant s'éloignerait de la maison pour une période aussi longue, et cette perspective générait une anxiété compréhensible chez tous les membres de la famille. « Tu as mis mon doudou ?» demanda Amélie en vérifiant pour la 3e fois le contenu de sa valise. « Bien sûr, ma chérie », répondit Marguerite avec un sourire tendre. « Et j'ai aussi glissé cette petite photo de nous 3 prise l'été dernier à Deauville. » Amélie examina la photographie où elle apparaissait entre son père et Marguerite, tous 3 rayonnant sous le soleil de la côte normande. Cette image symbolisait parfaitement leur reconstruction familiale, 3 personnes qui avaient appris à s'aimer autrement, plus authentiquement. Jean-Baptiste descendait l'escalier, tenant dans ses mains une enveloppe fermée. Son visage exprimait une émotion particulière, un mélange de fierté et d'appréhension. « Amélie, j'ai quelque chose pour toi », annonça-t-il en s'approchant de sa fille. L'enfant leva les yeux, intriguée par le ton solennel de son père. Depuis leur réconciliation, elle avait appris à décoder ses expressions et celle-ci indiquait quelque chose d'important. « Qu'est-ce que c'est, papa ?» Jean-Baptiste s'agenouilla devant elle,
comme il avait appris à le faire pour se mettre à sa hauteur lors des conversations importantes. C'est une lettre que j'ai écrite pour toi, mais tu ne pourras l'ouvrir que si tu te sens vraiment seule ou inquiète pendant ton voyage. Amélie prit l'enveloppe avec gravité, comprenant instinctivement que ce cadeau dépassait le simple geste paternel. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Toutes les raisons pour lesquelles je suis fier de toi, et la promesse que, quoi qu'il arrive, tu auras toujours une famille qui t'aime ici, répondit Jean-Baptiste, sa voix légèrement tremblante. Cette initiative touchait profondément Marguerite, qui observait la scène depuis le seuil de la cuisine. Jean-Baptiste avait compris qu'Amélie avait besoin de ces rappels tangibles de son amour, ces preuves concrètes qu'elle pouvait emporter avec elle. « Et si je ne suis pas inquiète du tout ?» demanda Amélie, avec un sourire espiègle qui ravit son père. « Alors tu la garderas comme un trésor, et peut-être qu'un jour, quand tu seras grande, tu la reliras et tu te souviendras de ce moment. » Amélie glissa soigneusement l'enveloppe dans son sac à dos, à côté de la photographie et de son doudou. Ces trois objets formaient son kit de sécurité émotionnelle, les liens invisibles qui la relieraient à sa famille, même à distance. Henri arriva pour conduire Amélie à l'école où le car l'attendait. Dans la voiture, l'enfant était inhabituellement silencieuse, regardant défiler les rues familières de Paris. « Mademoiselle Amélie, vous semblez pensive », observa le chauffeur. « Henri, vous croyez qu'on peut être heureuse et avoir peur en même temps ?» Cette question révélait toute la complexité émotionnelle d'Amélie. À 10 ans, elle avait déjà compris que les sentiments pouvaient être contradictoires et qu'il était possible d'éprouver plusieurs émotions simultanément. « Bien sûr, mademoiselle, c'est même le signe qu'on grandit. Les adultes vivent souvent avec des sentiments mélangés. J'ai hâte de partir en voyage, mais j'ai aussi peur que quelque chose change à la maison pendant mon absence. » Henri se gara devant l'école et se tourna vers Amélie. « Voulez-vous que je vous dise un secret? Votre papa a déjà prévu qu'on viendra vous chercher dimanche exactement à l'heure prévue. Il a même annulé un rendez-vous important pour être sûr d'être libre. » Cette révélation rassura Amélie, qui descendit de la voiture avec plus de confiance. Henri la regarda rejoindre ses camarades, cette petite fille courageuse qui portait en elle tant de maturité et de résilience. Pendant les 3 jours d'absence d'Amélie, Jean-Baptiste et Marguerite découvrirent à quel point la présence de l'enfant structurait leur quotidien. La maison semblait étrangement silencieuse, et ils se surprenaient tous deux à guetter le téléphone, espérant des nouvelles du voyage. « Elle nous manque », constata Marguerite en préparant machinalement 3 couverts pour le dîner du premier. « Soir, énormément, admit Jean-Baptiste. Mais c'est bon signe, non? Cela prouve qu'elle grandit et qu'elle devient indépendante. » Ils profitèrent de cette période pour faire quelque chose d'inédit, parler vraiment d'eux, de leur relation, de l'avenir d'Amélie. Marguerite avait maintenant 45 ans, Jean-Baptiste 52, et ils formaient une équipe parentale atypique mais efficace. « Marguerite, dit Jean-Baptiste le 2e soir, je voulais vous remercier. Pas seulement de nous avoir pardonné, mais d'avoir accepté de construire quelque chose de nouveau avec nous. » Amélie en valait la peine, répondit simplement la gouvernante. Cet enfant a quelque chose de spécial. Elle a transformé notre douleur en leçon d'humanité. Le dimanche après-midi, quand ils virent descendre Amélie du car de l'école, rayonnante et bronzée par le soleil normand, ils comprirent que leur petite fille avait franchi une étape importante. Elle courait vers eux avec une joie pure, sans cette angoisse sous-jacente qui l'habitait depuis si longtemps. « J'ai vécu la plus belle aventure », s'exclama-t-elle en se jetant dans leurs bras. « Et devinez quoi? Je n'ai même pas eu besoin d'ouvrir votre lettre, papa. J'ai su tout le temps que vous m'attendiez. » Cette phrase simple résonnait comme une victoire. Amélie avait retrouvé cette confiance fondamentale que la crise avait ébranlée, la certitude d'être aimée inconditionnellement. Ce soir-là, au dîner, Amélie raconta son voyage avec un enthousiasme débordant. Elle parlait des falaises d'Étretat, de la visite du musée de Bayeux, des fous rires avec ses camarades de chambre. Jean-Baptiste et Marguerite l'écoutaient, émerveillés de voir cet enfant épanoui qui avait su dépasser ses blessures. « Papa, Marguerite, dit soudain Amélie en posant sa fourchette, j'ai quelque chose d'important à vous dire. » Ils se figèrent, reconnaissant cette expression sérieuse qu'elle prenait pour les grandes déclarations. Pendant le voyage,
Ma copine Lucie a dit que j'avais de la chance d'avoir un papa et une deuxième maman qui s'entendent si bien. Et j'ai réalisé qu'elle avait raison. Nous, on forme vraiment une famille spéciale. Cette reconnaissance de leur configuration familiale unique émut profondément les deux adultes. Amélie venait de valider leur reconstruction, de donner son approbation à cette nouvelle forme d'amour qu'ils avaient inventée ensemble. Et vous savez quoi ? Continua-t-elle avec un sourire malicieux. Maintenant, je sais que même si les familles peuvent se casser parfois, elles peuvent aussi se réparer. Et après, elles deviennent encore plus solides. Jean-Baptiste et Marguerite échangèrent un regard empli de gratitude et d'émotion. Cet enfant de 10 ans venait d'exprimer avec une simplicité bouleversante la leçon la plus importante de leur parcours. L'amour véritable survit aux tempêtes et en sort transformé, plus authentique et plus profond. Plus tard ce soir-là, quand Amélie fut couchée, Jean-Baptiste et Marguerite restèrent un moment dans le salon, contemplant le chemin parcouru. « Vous pensez qu'elle s'en remettra complètement ?» demanda Jean-Baptiste. « Elle ne sera jamais comme si rien ne s'était passé », répondit honnêtement Marguerite. « Mais regardez-la, elle a transformé sa blessure en force, sa peur en sagesse. N'est-ce pas là le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un enfant? Lui apprendre que même les épreuves peuvent nous rendre meilleurs ?» Jean-Baptiste hocha la tête, comprenant que leur histoire n'était pas celle d'un retour à l'innocence perdue, mais celle d'une croissance, d'une maturation accélérée mais positive. Dans sa chambre, Amélie regardait par la fenêtre les lumières de Paris qui scintillaient dans la nuit. Elle tenait encore dans ses mains la lettre non ouverte de son père, ce trésor qu'elle garderait précieusement pour l'avenir. Elle savait maintenant qu'elle était assez forte pour affronter les séparations temporaires, les changements inévitables de la vie, parce qu'elle avait appris la leçon la plus précieuse. L'amour véritable résiste à tout, même aux erreurs, les plus graves. Et dans cette maison du 16e arrondissement, 3 personnes s'endormaient paisiblement, unies par des liens plus forts que le sang, forgés dans l'épreuve et scellés